Alors, merci pour l'invitation. Moi, avant de vous parler du politique, je vais d'abord vous parler du scientifique, c'est-à-dire quelle est, selon moi, parce que c'est aussi ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelle est la place des scientifiques dans la crise écologique et comment ils peuvent avoir toute leur place. Je reste persuadé que l'élaboration scientifique et la transmission du savoir scientifique, c'est quelque chose d'extrêmement important dans notre société, parce que je fais le pari, en tout cas c'est mon point de vue depuis longtemps, qu'on a besoin de plus de savoir scientifique pour élaborer démocratiquement de façon intelligente. C'est-à-dire que le savoir finalement est une richesse, et le savoir scientifique c'est un savoir particulier qui a une valeur particulière. Et moi, je reste très attaché à l'élaboration de ce savoir scientifique. On y reviendra, parce que c'est pas sans contradiction parfois avec la question de l'engagement. Donc ça, c'est le premier point. Mais je suis contre la République des experts. En gros, c'est pas aux scientifiques de décider ce qui est bon ou mal pour la société. Ce qui est bon ou mal pour la société, c'est le souverain qui doit le décider, et le souverain, c'est le peuple. En tout cas, dans d'autres démocraties telles que le contrat social de Rousseau l'énonçait, mais je pense que c'est assez important de se le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas les scientifiques qui doivent décider ce qui est bien, et il y a une tentation technophile, mais il peut aussi y avoir d'autres tentations de scientifiques de se substituer au souverain et au peuple, en disant nous on sait et vous ne savez pas, et donc il faut aller plus vite, etc. Donc ça, c'est les deux éléments un peu sur lesquels moi je construis ma réflexion sur la place du scientifique. Ensuite, tu me demandais comment... moi je reste persuadé que le verrou, pour l'instant, il n'est pas scientifique. Je pense que les connaissances, on les a. À la fois, on a les connaissances sur la crise écologique, qui a de multiples facettes. Tu parlais de... évidemment, il y a la crise climatique, mais il n'y a pas que celle-là. Il y a la 6e extinction, avec la disparition d'insectes, d'oiseaux. Il y a la question de la pollution atmosphérique, la pollution des mers. Il y a la question des ressources naturelles qui sont en train d'être pillées par notre mode de développement. Et moi, j'ai toujours pensé que le verrou... on a besoin de scientifiques pour donner ces éléments-là, et pour mener la bataille un peu de l'opinion, mais le verrou, il est politique. Bon, il est politique parce que, je vais aller directement à ce que je pense moi, après on peut débattre, mais moi je reste persuadé que la logique d'accumulation qu'on a, qui est en gros une logique d'accumulation capitaliste qui fait que pour faire en fait du profit, on a besoin de produire des marchandises et de vendre ces marchandises. C'est cette logique dans laquelle on est rentré au 19e siècle, et qui fait que le productivisme et le capitalisme sont intimement liés. C'est-à-dire que les grands capitalistes, si vous allez vers la décroissance, ce qui serait nécessaire, on en discutera, mais à mon avis, on ne peut pas sortir de la crise écologique sans une décroissance, en tout cas assez massive, de notre consommation en biens matériels, y compris aussi en services. Parce qu'en réalité, les services, il y a du bien matériel, il y a de l'énergie, on pourra reparler de tout le numérique. Et moi, je reste persuadé que le verrou, il est essentiellement là. C'est-à-dire que les gens qui vivent de cette accumulation et de cette suraccumulation du capital, pour reprendre réellement une vision que je reste moi marxiste, en réalité, ils ont besoin de la société de consommation pour faire du profit, pour vivre et pour s'enrichir sans fin. Et que le véritable frein est là. C'est-à-dire que si un jour vous décrétez que c'est la fin de la société de consommation, c'est pas possible d'accumuler des milliards comme ils les accumulent. Voilà. Et comme en contrepartie, derrière, ils contrôlent en partie les médias. Et pourquoi ils contrôlent les médias? Pour contrôler l'opinion. Et c'est pas un hasard si ces grandes fortunes ont décidé de mettre la main sur les médias. Ils contrôlent en partie l'opinion. Et c'est là où on retrouve l'intérêt des scientifiques et l'intérêt de la parole scientifique engagée. C'est à un moment donné d'allumer des contre-feux. Ça a été fait, je pense, dès 1995 par Bourdieu au niveau de la sociologie. Ça a été fait là par les experts du GIEC sur l'écologie. C'est d'allumer ces contre-feux pour dire à la société et à la société civile qu'en réalité, il y a vraiment une crise écologique, qu'il faut la prendre à bras-le-corps et qu'il y a des solutions. Quand je dis que je ne suis pas inquiet sur la question de la connaissance, c'est qu'à la fois la connaissance scientifique nous donne les moyens aujourd'hui de connaître l'ampleur de la crise, mais la connaissance scientifique, et que ce soit sciences sociales d'ailleurs ou les sciences, on va dire, naturelles, globalement nous donne quelques clés pour la société future. C'est pas comme si on savait... les gens peuvent dire on ne sait pas comment faire fonctionner un monde qui serait plus sobre écologiquement, mais si, on sait. Sincèrement, on pourra en discuter, mais je pense que toutes les solutions sont sur la table en partie.
Donc encore une fois, je pense que le vrai problème, il est politique. Et donc c'est pour ça que moi j'ai choisi à un moment donné le passage de l'engagement, enfin j'ai jamais choisi, puisqu'en fait j'ai toujours été engagé politiquement, mais qu'à un moment donné, c'est l'engagement politique qui a pris le pas sur l'engagement scientifique, parce que pour moi, le verrou, le principal problème, il est politique. Bon. Merci pour l'invitation déjà. Donc moi je suis Karine Leblanc, je suis chercheur océanographe au CNRS, et en fait, oui, je viens ici un peu expliquer mon positionnement qui est du coup pas un engagement politique, mais qui reste au sein de l'institution dans laquelle je suis, où j'estime qu'on a aussi du travail à faire, c'est-à-dire qu'effectivement, les rapports scientifiques depuis des décennies qui font le constat de la catastrophe n'ont pas suffi à déboucher sur des solutions concrètes, ou en tout cas la sphère politique, économique s'en est pas saisie immédiatement pour faire la transformation qu'on attendait. Et donc bon, il y a plein de raisons à ça dont on pourra discuter. Mais moi j'estime aussi qu'au sein de notre propre écosystème de recherche et d'université, on a aussi du travail à faire. Et j'ai l'impression qu'on a aussi été un peu victime de cette pensée en silo, chacun dans sa discipline, et qui nous a empêchés peut-être en tant que communauté scientifique d'avoir une vision un peu plus méta des enjeux, un peu plus intégrée et systémique. Et c'est un petit peu ce qu'on défend à la Techopole, c'est-à-dire c'est l'écologie politique, c'est-à-dire les sciences environnementales qui viennent interroger les sciences sociales et humaines. Et on a besoin des uns et des autres pour comprendre la situation, le désastre dans lequel on est. On a besoin de faire du transdisciplinaire et de faire dialoguer ces disciplines pour avancer et avoir une vision plus correcte des enjeux qui se posent. Et ça se pose en recherche tant que dans l'enseignement qu'on peut prodiguer. Donc moi, là où j'en suis de mes réflexions, si je fais un petit peu une petite bio rapide, moi, pendant 20 ans, je suis recrutée depuis 2005, donc j'ai fait mon métier comme on me l'a appris en fait dans ma discipline. Je fais de la biogéochimie marine, je travaille sur le plancton, sur le rôle des océans dans la séquestration du carbone anthropique, donc j'ai un peu le luxe de me dire je suis dans une voie de recherche qui sert à quelque chose, qui est utile, qui sert à comprendre le monde, à comprendre les perturbations, le réchauffement climatique, l'acidification, ça a du sens. Donc je suis pas... Alors qu'il y a des collègues qui peuvent se dire qu'ils sont dans des voies de recherche qui sont problématiques, sur la manipulation du vivant, sur l'IA, sur le numérique, où ils peuvent être en forte dissonance cognitive et se dire mince, je suis en train de contribuer au problème plus que je suis en train de le résoudre en fait. Donc j'ai pas cette dissonance cognitive-là. Par contre, je l'ai eu assez rapidement sur le fait qu'on faisait rien. En fait, on avait beau être écolo à la maison et avoir des convictions, des façons de faire, passer la porte du labo, il ne se passait plus rien, quoi. On faisait notre métier comme on nous l'avait appris, on prend l'avion pour aller présenter ses 12 minutes de résultats scientifiques à l'autre bout de la planète, on achète un tas de trucs, on développe un tas de manips, on acquiert des gros instruments pour faire des grosses plateformes de recherche, du big data. Enfin, bon, on est lancé exactement dans ce que tu disais, l'accumulation capitaliste, elle est totalement transposée au système de recherche. On est dans l'économie de la connaissance avec cette accumulation de papiers, de projets, de crédits. On est exactement dans le même dispositif finalement. Et c'est ça qui nous interroge. Et à un moment, on se dit il faut s'arrêter, quoi. Il faut faire un pas de côté, regarder ce système et se mettre à réfléchir de comment on peut faire autrement et comment on peut proposer autre chose aussi à la génération qui vient en termes d'enseignement, mais aussi modifier nos recherches. Et donc c'est toutes ces questions qu'on brasse à la Techopole, notamment la fameuse neutralité du chercheur. On considère que c'est un mythe. Hein. C'est vraiment, ça n'existe pas, on est tous situés, on est dans un système socio-économique, on est dans une politique des sciences, on a des financements qui dirigent les recherches, qui sont organisés d'une certaine façon et qui font qu'on fait de la recherche pas de la même façon que dans un autre pays. Donc on pense qu'on est pétri de toutes ces déterminations et que c'est utile aussi de vider son sac, quoi, de mettre à plat ses attachements, tout ce qui nous engage et tout ce qui dirige nos recherches sans forcément qu'on en ait conscience. Donc de mettre ça à plat, c'est toujours utile. Et donc finalement, la façon dont je regarde les 20 premières années de mon métier, c'est un peu, je me vois un peu comme un chercheur somnambule, si je reprends l'expression d'Isabelle Stengers, qui est un peu forte, mais j'avoue qu'elle me convient tout à fait. C'est-à-dire, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, j'ai fait des projets, j'ai publié mes résultats, je suis allée les présenter en conférence devant des scientifiques, mes résultats ont servi quelque part à être pris dans des grands rapports sur les alertes environnementales, sur l'état des océans, etc. Mais bon, j'ai l'impression que ça tournait en rond finalement et qu'il fallait faire un pas de côté et aller un peu plus loin. Et finalement, donc, si j'étais somnambule, c'est qu'à un moment donné, je me suis réveillée. Donc qu'est-ce qui a provoqué ce réveil ? Je l'ai identifié en 2019, donc ça date déjà un petit peu maintenant de 3-4 ans. Et donc il y a eu une série d'événements, vous vous rappelez tous, je pense les marches pour le climat, les événements climatiques extrêmes qui sont arrivés en France, on les a vécus de plein fouet. Et puis est arrivé dans le monde de la recherche un collectif qui s'appelle Labo 1.5,
et qui visait vraiment à faire ce pas de côté et avoir ce regard réflexif sur nos activités, c'est-à-dire comprendre l'impact environnemental de nos recherches, comment sont faites nos pratiques, quelle empreinte carbone et écologique au sens large on a quand on fait de la recherche et comment on peut la quantifier et la réduire. Et en fait, ce collectif, il a essaimé très rapidement dans toutes les villes de France et en l'espace de 2 ans, il est devenu assez incontournable. Il s'est monté en groupement de recherche et il a fait le boulot d'une façon pas militante et pas activiste, mais scientifique, parce que ce sont des scientifiques de toutes disciplines qui se sont retrouvés dans ce collectif. Et ils ont fait à la façon qu'ils ont de faire habituellement dans leur métier chacun, c'est-à-dire ils sont allés lire les publications, décortiquer les données, mettre tout ça en face, étudier les sujets, des déplacements, de l'avion, mais avec une approche scientifique rigoureuse et pas empreinte d'opinion, de scientisme, etc. Et c'est ça qui a fait la force de ce collectif, et je pense qu'ils ont vraiment réussi le pari, et ils ont à ce point réussi que finalement les instances du CNRS, de l'IRD et même de l'université d'Amu, puisque notre président Berton nous a dit à la fin de la dernière période, un conseil pour le climat, que maintenant il fallait y aller, il fallait adopter la démarche Labo 1.5, ils ont réussi finalement à être institutionnalisés tout en gardant leur indépendance. Donc ils ont réussi à marcher sur cette ligne de crête assez fine à tenir. Donc ça a été le premier réveil. Et finalement, la condition que je vois pour ce réveil, c'est finalement d'être jeté dans un collectif avec toutes les disciplines. C'est l'ouverture aux autres disciplines qui, je pense, sèment les premières graines de la réflexion chez nous, parce que c'est très facile de rester enfermé dans sa niche disciplinaire toute sa carrière et de jamais en sortir, en fait. Je pense que j'aurais pu passer encore 20 ans comme ça à faire ce que je sais faire sans interroger autre chose. Et donc, c'est ce qui a permis ce collectif, et du coup, ça a permis d'embrayer sur un second collectif qui est Atécopole, l'atelier d'écologie politique dont j'ai déjà parlé, et qui là interroge un peu plus loin, pas seulement les pratiques, comment on fait pour décarboner nos activités, mais aussi la finalité. Finalement, pourquoi on fait de la recherche? Quelle est la place de la recherche dans la société? Est-ce qu'il y a des recherches qui contribuent au problème ou d'autres qui répondent avec des solutions, des préconisations? Comment on repense notre rôle dans la société, etc. Donc voilà, on discute de tout ça. Donc finalement, c'est interroger à la fois la façon de faire la recherche et la finalité de la recherche qui nous intéresse. Et on est très heureux que le comité d'éthique du CNRS ait repris, en tout cas, soit en accord avec ça, puisqu'ils ont publié un avis juste avant les vacances, mi-décembre, de 5 pages, que je vous encourage vraiment à aller lire. C'est le COMETS, le comité d'éthique, sur le fait que maintenant, on a besoin d'intégrer une nouvelle éthique environnementale à la recherche. Et pour moi, c'est une vraie rupture conceptuelle. Ce texte, il fait 5 pages, mais il y a vraiment des éléments forts dedans, et on est tous réjouis parce que ça va vraiment dans ce sens-là. Donc je pourrais vous en reparler peut-être si ça vous intéresse dans les discussions. Et puis après, il vous reste 3 ans pour agir. Ok, super. Du coup, ça va pas trop marcher niveau timeline. Et donc là, ça m'a posé pas mal de questions et je me dis, est-ce que vraiment j'ai envie d'être fonctionnaire? Parce que quand je suis rentrée, je me suis dit, bon, je peux faire changer les choses de l'intérieur, j'aurai mon poste à la sortie et tout. Puis en fait, j'ai compris que non, j'allais juste appliquer des politiques publiques en lesquelles je ne crois pas. Et c'est pas dans mes valeurs de défendre quelque chose auquel je crois pas, donc je peux pas rester dans ce fonctionnement-là. Et puis, moi, 40 ans de carrière dans le fonctionnariat, c'est pas forcément quelque chose qui me fait rêver. J'ai pas envie d'attendre 20 ans, d'avoir enfin la responsabilité de pouvoir faire quelque chose. Enfin, je veux dire, le changement, il est maintenant, il est pas dans 20 ans. Et voilà, quoi. Donc j'ai démissionné du fonctionnariat, voilà. J'ai démissionné à la rentrée. Et puis c'était aussi un peu plus simple pour moi parce que j'ai aussi coordonné une tribune qui a été publiée dans Le Monde par rapport à la nouvelle ligne directrice du ministère de l'Agriculture qui est numérique, génétique, robotique. Et donc coordonner une tribune qui dit on n'est pas d'accord avec cette ligne-là quand on est fonctionnaire et avec de la déontologie, ça marchait pas trop. Donc ça m'a un peu arrangé finalement. Et donc voilà pour tout ce qui est engagement. Et les conclusions, elles sont assez intéressantes. C'est que finalement, nous, ce qu'on a demandé aux professeurs, c'est pas des demandes sur le fond, parce qu'on on sait que les enseignants, ils sont libres. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, d'enseigner ce que vous voulez. Mais on peut pas vous dire ouais, votre cours, il est nul, faites comme ça. Non, si on braque les profs, ça marchera jamais. Donc nous, c'était vraiment... en fait, il faut juste ramener de la discussion. Et c'est ce qu'on fait, on passe des heures à discuter avec des professeurs. Moi j'ai passé 2 heures à discuter avec une professeure de production animale en disant moi je comprends pas les termes de génétique, quoi. Je comprends pas. Quand on parle des enfants, des animaux, on parle de produit, voilà, c'est un produit. Ouais mais non, je suis pas d'accord, c'est un être vivant, c'est pas un produit. Et donc elle m'a dit oui mais on est obligé de garder une certaine distance parce que sinon c'est trop compliqué pour nous et tout. Ou alors à la fin d'un cours de lactation il y avait une fille qui voulait faire veto, qui va voir le prof et qui lui demande comment je fais pour être veto, quoi. Et il lui dit si tu veux tu peux faire de la recherche à Clermont avec les vaches à hublot et tout. Alors voilà, bref.
Donc j'ai pas mal discuté avec elle et je lui ai dit bah moi je comprends pas qu'il y ait zéro remise en question, on nous parle d'animaux, on nous parle pas d'éthique, il y a un problème quoi. Et donc elle a compris ce que je lui ai dit, elle m'a dit bah tu sais moi en fait ta formation elle est sur 3 ans. Ta première année je t'apporte des bases. Ta deuxième année je t'apporte des bases et ta troisième année je te fais réfléchir. Sauf que la troisième année c'est la dominante. Donc si je choisis pas d'aller en élevage, jamais la remise en question je l'ai par l'école. Et elle, sauf que de son côté, elle ne le voit pas, parce qu'en soi, le matin, elle a les premières années et deuxième année, et l'après-midi, elle a les troisième années. Donc sa continuité, elle l'a dans sa tête, mais pas dans la mienne. Donc je lui ai expliqué, elle m'a dit, ok, bah, j'ai compris, merci, et je vais en parler. Et je sais que là, les professeurs de production animale sont en train de revoir comment faire leurs enseignements en production animale, parce que justement, il y a des questions à se poser à ce niveau-là. Donc les étudiants ont vraiment une voix à porter là-dedans, et il y a vraiment des choses à faire. Et moi, je me suis beaucoup investie au sein de mon école, parce que c'était important pour moi, et maintenant on se rend compte qu'on a fait énormément de choses, que ça avance bien, et que il faut changer d'échelle maintenant. Donc il y a une coalition qui s'est montée entre les écoles d'agro pour justement discuter de tous ces sujets-là, pour pas repartir à zéro, parce que moi j'ai fait des choses et je sais qu'il se passe plein de choses dans les écoles, et sauf que si on veut que ça avance vite, il faut qu'on ait une force commune et pas repartir à zéro de je sais pas par où je commence. Bah moi je sais tu peux commencer par ça si tu veux. Et donc il y a la coalition, et là je me suis rapprochée aussi du BNEI, donc c'est le Bureau national des élèves d'ingénieurs. C'est une association qui rassemble tous les élèves d'ingénieurs avec justement un pôle transition écologique et qui s'intéresse à ces questions-là. Donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour bouger les choses, parce que finalement quand nous on sera dans le monde professionnel, ça sera à nous de bouger. Et on nous dit souvent, c'est à votre génération de faire changer les choses. Oui, mais moi dans 3 ans je ne serai pas présidente de la République, je ne serai pas ministre de l'Agriculture, je ne serai pas enseignant-chercheur. Donc oui, moi je ferai ce que je peux comme je peux, mais sans vous je ne ferai rien. Voilà. Je en profite pour dire, non, faites attention à ce discours sur la déontologie. Non, le statut de fonctionnaire nous protège de nos employeurs. Le statut de fonctionnaire nous protège parce qu'ils ne peuvent pas nous virer, en fait. Et en réalité, c'est exactement le contraire. Le statut de fonctionnaire a été créé pour qu'on soit indépendant, et indépendant du pouvoir politique. Ne vous laissez pas avoir par ça. C'est vraiment, franchement, là, je suis assez solennel, parce que c'est très grave ce qu'ils vous mettent dans la tête. Et donc ça, il faut, voilà. Je regrette que tu sois parti, parce que je pense qu'un jour on aura besoin de l'appareil d'État profond. Si un jour il y a des politiques qui veulent réellement changer les choses, et moi j'aspire à ce qu'on gagne un jour, l'union de la gauche et les écologistes gagnent un jour et fassent vraiment transformer une politique de transformation sociale. Et ce qu'on sait en général, c'est qu'un des freins, c'est l'appareil d'État, et l'appareil d'État qui est idéologiquement complètement acquis, en fait, et donc on a besoin de relais dans l'appareil d'État. Bon, maintenant c'est trop tard, on ne va pas te faire regretter, mais sincèrement, et puis parce qu'il n'y a pas de, voilà, tu as le droit de ne pas vouloir être fonctionnaire, mais sincèrement, je pense qu'il faut là-dessus, et sur la sur le no limite, moi la seule limite, c'est ce que j'indique aux jeunes générations de scientifiques, c'est en tout cas quand ils parlent de respecter, de ne pas utiliser, parce qu'on ne parle pas du pouvoir symbolique, mais les scientifiques ont un pouvoir symbolique, et on sort quand même d'une période où les économistes néolibéraux ont utilisé leur pouvoir symbolique pour nous faire accepter 1 milliard de saloperies. Il ne faut pas l'oublier quand même. Donc il faut faire attention, c'est juste que je vous dis, quand vous êtes scientifique, faites attention de ne pas utiliser votre pouvoir symbolique, même si vous pensez que c'est chouette et que c'est dans le bon sens, mais ne pas l'utiliser ou l'utiliser à bon escient. Mais voilà, parce que ça peut se retourner contre nous. Je vous dis juste, si par exemple je me disais à dire toutes les forêts vont crever, c'est la cata, ça va être l'apocalypse dans 4 ans, si je dis ça et que c'est pas l'apocalypse dans 4 ans, ça se retourne contre nous, voilà, en tant que scientifique. Donc la seule limite, moi, c'est une limite déontologique, mais la nôtre, celle qu'on pense être juste par rapport à la science, et où on en est dans l'accumulation des connaissances. Sur nos limites. Sur le fonctionnariat. Fonctionnariat, vas-y. Mais aussi sur le limite, surtout quoi. Pour le fonctionnariat, déjà, moi j'étais au ministère de l'Agriculture, donc c'est pas du tout la même chose, parce que j'ai de la famille dans le ministère de l'Enseignement supérieur, au ministère de l'Éducation, et vraiment ça a rien à voir. Et en fait, je lisais les fiches de poste, parce que oui, pour être un peu plus précise, en gros, on rentre, on est 40, à la sortie, il y a 40 fiches de poste, elles doivent toutes être prises. Donc on n'a pas forcément le choix. Donc, si on a de la chance, on a notre premier et deuxième vœu. Si on n'a pas de chance, on arrive au 25e vœu, au 40e vœu, parce qu'il faut tous les classer. Donc ça donne pas forcément quelque chose d'incroyable à la sortie. Et les premiers postes, c'est des postes administratifs dans tous les cas. Et moi, c'est ça qui me faisait peur, c'est que moi, j'ai pas envie d'être découragée dès la sortie, quoi. Et j'en avais parlé,
en fait, dans toute la démarche de j'arrête, il y a aussi eu beaucoup de rencontres et beaucoup d'échecs dans ces rencontres. C'est que j'ai rencontré quelqu'un qui avait fait ça, qui a été fonctionnaire, mais après il a été fonctionnaire il y a 20 ans. Donc à l'époque, il y avait un pont au ministère de l'Agriculture entre le fonctionnariat et la recherche. On avait le droit de passer de l'un à l'autre. Maintenant, ce pont, il n'existe plus. On a le droit de faire une thèse, ça s'appelle une FCPR, qui est financée par l'État. C'est très dur de l'avoir en sciences humaines et sociales, parce qu'une thèse en sciences humaines et sociales, ça dure rarement 3 ans. Et l'État, il ne finance pas plus de 3 ans, donc c'est dur de l'avoir. Et c'est pas une thèse pour faire de la recherche, c'est une thèse pour monter en compétences, pour apporter ses compétences à l'État. C'est pas pour faire de la recherche après. Dans tous les cas, la thèse, l'objectif à la fin, c'est de se réinsérer dans le ministère de l'Agriculture. Donc déjà, ce pont n'existe plus, ce qui ferme aussi pas mal de portes. Et donc il m'a dit, bah moi j'ai commencé tout. Je fais oui, mais moi ce qui me fait peur, c'est l'administratif. Il m'a dit, bah il y a que ça au début. Bah ok, super. Donc ça m'a un peu découragée. Ensuite, j'ai rencontré une autre personne qui a commencé au ministère de l'Agriculture, mais qui n'était pas fonctionnaire. Elle était contractuelle et elle est partie parce qu'à un moment, elle n'en pouvait plus. Et elle s'est investie pour une autre PAC. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais je ne sais pas le statut. Je pense que c'est une asso, mais donc c'est un peu extérieur parce que c'est pas un syndicat. Donc il est en dehors des syndicats. C'est pas le pouvoir public, c'est un acteur extérieur qui essaye de faire changer la PAC et d'apporter un autre regard. Et elle me disait que justement, s'il pouvait faire ce qu'il faisait, c'est aussi parce qu'il y avait des gens dans le ministère qui leur faisaient passer les informations. Et en fait, je pense que moi, ma conclusion de cette histoire, c'est qu'il y a besoin de tout et que chacun a sa manière d'agir. Moi, j'y croyais pas de faire changer les choses à l'intérieur et je crois que j'ai encore d'autres choses à voir. Peut-être que j'y reviendrai au fonctionnariat, on sait jamais, mais pas maintenant. J'ai d'autres choses à voir. Le monde agricole, je le connais pas assez. La politique publique, je la connais pas assez. Je suis pas prête à l'incarner et mon regard, pour le moment, il n'est pas assez... il n'est pas assez systémique autour de ces problèmes-là pour pouvoir dire je vais là-dedans et je tente quelque chose. Et puis en fait, c'est effrayant, quoi. Enfin, je pense que l'administratif, vous connaissez tous, les papiers, vous connaissez tous. Moi, ça me terrifie. Enfin, je me dis, je vais passer ma carrière à faire de l'administratif et des papiers. Je pense que j'ai d'autres choses à voir avant de me dire je fais ça. Et j'ai peur de me perdre là-dedans. Et puis, il y a un peu ce truc aussi où 8 ans, c'est un peu le moment où tu te fais bercer, quoi. Parce que 8 ans, tu sors, t'as 22 ans, donc au bout de 8 ans, t'as 30 ans. Donc à partir de 30 ans, tu as le droit de sortir de la fonction publique. Mais à partir de 30 ans, est-ce que tu as vraiment envie de te dire ok, maintenant que j'ai connu 8 ans de ça, de sécurité et tout, je lâche tout, je change de secteur. Enfin, la question, elle est super compliquée. Et moi, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et j'ai d'autres choses à faire avant. Et puis ça m'empêchait de faire une année de césure aussi, parce que j'ai pas le droit de rajouter d'année à mes études. Sauf que moi, je voulais faire une césure. Je voulais continuer les études, je peux pas. Donc voilà, ça compliquait un peu tout ça. Et sur la question de la désobéissance civile, je pense que c'est vraiment... très personnel, mais c'est comme tout, enfin, il faut de tout et j'ai des amis qui sont beaucoup dans ces questions-là et je les soutiens à 100% parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent quand même. Donc je pense que c'est à chacun d'agir dans ce en quoi il croit. Et je vais répondre un peu à la question de formation en vulgarisation parce que on observe, les derniers temps, à tous les niveaux d'État, une volonté de lancer des formations et s'avancer au niveau de la vulgarisation. Et ça commence avec le président de la République qui le déclare et à tous les niveaux et tout ça, c'est très bien. Et la ville de Marseille aussi. La ville de Marseille, elle a un conseil climat qui l'accompagne dans son projet carbone neutre en 2030. Et je fais partie de ce conseil climat et on a des discussions engagées et tout ça. Et donc ça avance un tout petit peu. Mais il y a un aspect que j'observe de plus en plus, qui me perturbe vraiment et qui rend, à mon avis, les réflexions un peu plus profondes au niveau d'Atécopole particulièrement nécessaire, c'est que tout scientifique qui a touché un peu les sujets d'environnement, comme moi, n'est pas forcément capable à faire une formation qui identifie les véritables obstacles à la transformation. Parce que ces obstacles, comme on l'a touché dans plusieurs interventions, là déjà souvent, sont politiques et sociétales. Ça veut dire, je peux beau expliquer que la concentration des particules fines est telle et telle, et les émissions de la ville de Marseille est telle et telle, et l'impact sur la mer est tel et tel. Et je peux expliquer ça de long aux fonctionnaires de la ville ou aux agents de la ville. Et après, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette information ? À quel point les prises de décision
à tous les niveaux, hein, de tout bas jusqu'à la mairie, en occasion, ou la métropole de Nice, où on avait une réunion ce matin, à quel point les décisions prises touchent des véritables raisons. Et je donne un exemple très, très, très pratique. Souvent, on parle de la voiture électrique comme la solution, quoi. Hein? Peut-être ça fait rire un peu ici dans la salle, mais je me trouve dans beaucoup des réunions de formation où on dit bah oui, il faut électrifier, quoi, il faut arrêter les émissions et tout ça. Et je crois que c'est peut-être pas nécessaire d'expliquer ici que je ne transforme pas ma ville si je remplis tous les espaces avec des SUV à 2 tonnes qui ont consommé tous les minéraux de l'Afrique et tout ça. Je veux dire, la transformation, c'est quelque chose de plus profond. La transformation, c'est quelque chose qu'il faut réfléchir, comment la faire et comment la communiquer. Et c'est là que je me sens extrêmement bien accompagné dans un cadre comme Atécopole, où on se retire un peu du grand public et on dit ben, réfléchissons nous d'abord, qu'est-ce qu'on veut vraiment avec cette transformation. Je pense que ça a répondu à quelque chose. Ouais, moi je veux bien repartir de ce que disait Noémie. Je suis étudiante à l'université, en licence. Et moi j'avais une question plus par rapport à tout ce qu'on a évoqué, la République des experts, à la fois avec le système de la société qui est plutôt trumpiste, etc. Et en fait, ma question c'est pourquoi est-ce que vous ne voulez pas d'une République des experts déjà ceux qui le défendent en disant nous on n'en veut pas parce que ça veut dire qu'on est les gens ne savent pas ce qui est bon pour eux. Mais du coup, comment on fait pour faire en sorte que les gens puissent savoir qu'est-ce qui est bon pour eux? Dans ce cas-là, les gens il faut qu'ils soient instruits. Il faut qu'ils soient instruits. On va vouloir passer par un enseignement à l'université, on va vouloir passer par l'éducation populaire, etc. pour que les gens puissent savoir tous les enjeux autour de qu'est-ce qui est bien pour notre monde, pour qu'on puisse tous vivre ensemble correctement. Nous, on n'est pas dans une république des experts, on est dans une démocratie. Donc en fait, ce qui est important, c'est que les gens savent quand même profondément dans quel monde ils ont envie de vivre et ils savent à peu près ce qui est bon pour eux, puisque un enfant de 15 ans est capable de voir les problèmes qui existent dans notre monde et les dissonances entre quelle valeur on va mettre en avant, et en fait c'est pas vraiment respecté par ce qu'on fait aujourd'hui. Même un jeune de 15 ans est capable de le constater. Donc, pour moi, un peu, c'est comment on va coordonner des objectifs que chacun, même qui n'est pas instruit, est capable de ressentir dans ce qu'il vit dans ce monde. Donc, chaque membre de cette société est capable de définir des objectifs. On pourrait dire chacun a comment dire, pour prendre une métaphore un peu de la montagne, chacun sait vers quel pic il veut aller. Et je pense que le rôle des enseignants-chercheurs et des scientifiques dans ce monde, ça va être plutôt de nous dire vers quel chemin emprunter. Après, pour avoir construire tout le savoir qui nous permettra d'aller vers notre objectif. Le problème, c'est que des fois, quand on est poussé vers la société de consommation à travers les médias, des fois, il y en a qui ne vont pas choisir le bon pic, en fait, le bon pic de la montagne. Du coup, je pense que c'est aux scientifiques et aux enseignants-chercheurs de dire non, votre objectif, c'est pas le chemin qu'on emprunte, il nous mène dans un canyon, comme ça. Donc, il faut peut-être regarder un autre pic où le chemin il sera plus intéressant et au final, on sera tous. C'est très utopiste. Mais voilà, je pense que du coup, il y a un rapport de confiance à mettre en place entre n'importe qui dans cette société, donc ça sera les étudiants, les gens, etc., et les scientifiques, les chercheurs, qui entre eux,
le but à atteindre et le chemin à emprunter. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment ça peut se matérialiser. Est-ce que vous y avez déjà songé à l'université, etc., peut-être à impliquer les étudiants dans la réflexion? Ça veut dire que les enseignants-chercheurs, ils ont une responsabilité de dire vers où on va. Ils doivent se mettre à la place des étudiants en disant vers où on va dans leur enseignement. Mais du coup, les étudiants, ils ont aussi leur place en tant que pour dire nous, on voudrait aller là-bas parce que les étudiants représentent quelque part la société. Voilà. Donc, est-ce que vous y avez déjà songé? C'est un peu long, désolé. Moi, je pense que par rapport à... On est effectivement dans un contexte d'incertitude, et donc dans ce contexte d'incertitude, je continue de dire qu'effectivement, l'idée qu'on pourrait avoir une dictature des experts ou en fait un gouvernement des experts, c'est pas la solution. La solution, ça reste d'avoir une démocratie jusqu'au bout. Mais pour qu'on ait une démocratie jusqu'au bout, il faut que les gens soient bien informés. Et c'est là où l'université joue un rôle primordial. Enfin, pour moi, l'université, ça joue un rôle fondamental dans la démocratie. Et ça peut jouer un rôle fondamental dans la démocratie, peut-être que ça ne joue pas assez, et ça peut jouer un rôle fondamental aussi pour l'émancipation de toutes et tous, hein, parce qu'il n'y a pas que la question de l'écologie, il y a la question des oppressions, du sexisme, du racisme, etc. Bon. Et par rapport à ça, ça donne la nécessité d'ouvrir l'université au plus grand nombre. Moi, je reste persuadé que c'est un objectif central de qualifier de plus en plus de gens, y compris des gens qui n'auront pas directement un emploi. Imaginez qu'on qualifie des gens sur des questions écologiques, mais qui après n'ont pas un emploi directement en lien avec leur qualification. C'est pas grave, parce qu'ensuite ils seront dans une entreprise, mais ils auront eu cette formation en écologie. Et là, on est face à un paradoxe. C'est qu'on a de plus en plus d'étudiants qui veulent aller à l'université, qui veulent bénéficier d'enseignement supérieur et qui ne peuvent pas, parce qu'il n'y a pas les moyens qui sont mis en face. Et ça, on ne peut pas passer ça sous le silence. L'année sur Parcoursup, c'est 120 000 étudiants qui n'ont pas eu du tout d'affectation, et c'est 300 000 qui ont eu une affectation qui n'était pas celle qui leur convenait, puisqu'ils ont dû renoncer. Donc on a quand même quelque chose qui est quand même paradoxal. C'est-à-dire que la meilleure façon quand même de transmettre le savoir, c'est qu'on ait de plus en plus de gens qui viennent à l'université. Après, on peut imaginer d'autres dispositifs. Moi, j'ai quand même mes parents qui ont été à l'université tard, quand ils avaient 40 ans. Voilà, c'était parfaitement possible. Il y avait des cours du soir. L'université était plus ouverte à l'époque. J'ai l'impression, en tout cas, peut-être que mes collègues actuellement universitaires me diront le contraire, mais j'ai l'impression qu'à l'époque, d'abord, on ne nous empêchait pas de rentrer avec des portiques. Non, mais justement ça. Non, mais moi, j'ai connu une génération... Il faut quand même que les jeunes sachent ça. C'est que j'ai connu une génération, on pouvait aller à n'importe quel cours d'un amphi. Oui. Et c'est pas que 68, c'est 70, 80. Tu voulais t'asseoir dans un cours pour apprendre le chinois, pour apprendre le machin, etc., pour suivre des cours d'agronomie, c'était possible. Tu allais voir quand est-ce qu'il y avait le cours d'agronomie. Donc ça, cette ouverture de l'université, il faut absolument que vous vous battiez pour qu'on retrouve ça. Hein, voilà. Et alors, il y a un point, je pense, sur lequel il faut qu'on retrouve vraiment une vie. Tu disais, pendant longtemps, tu étais la petite, voilà, je sais pas comment le hamster dans son truc. Il y a un truc qui est terrible, c'est qu'ils ont mis au pas la science. Enfin, ils ont mis au pas la recherche scientifique. Alors, il y a un excellent livre, je profite de faire de la publicité. Alors, on ne dira pas que je fais de la publicité pour moi, ça va, parce que sinon, je vais avoir encore des problèmes avec la présence de l'université. Mais en gros, c'est un livre qui s'appelle Gouverner la science, donc c'est des universitaires, on reste dans le champ scientifique, de Joël Lallier et Christian Topolov, qui vient de sortir, et qui fait une analyse sociologique très précise. Alors, des fois, c'est un peu chiant à lire, mais c'est sociologique et c'est très précis sur comment, avec le dispositif de l'Agence nationale de la recherche et de l'HERS et son ancêtre, ils ont mis au pas la science en mettant un certain nombre de technocrates donc, qui ont comme objectif que les scientifiques doivent être mis au pas. C'est-à-dire qu'en gros, on doit décider d'un certain nombre d'objets de recherche et d'objectifs de recherche. C'est ça qui est défendu. C'est défendu dans les appels d'offres et tous les scientifiques sont obligés de courir une fraction de hamster avec une logique d'appel d'offres qui à la fin, sans aller trop loin parce que c'est pas l'objet du débat, mais à la fin tue la science. Hein. Parce qu'à la fin, il y a le publish sur perish, et à la fin, il y a des tas d'articles qui sont même mal relus et qui sont plus lus. Les scientifiques ne lisent plus leurs articles. Voilà. Donc là, on est dans un processus extrêmement grave, en fait, qui est en train de tuer l'université. Et ça, je voulais quand même juste le mentionner parce que tout le reste en découle aussi. C'est-à-dire que si on ne peut pas produire des connaissances scientifiques correctes et si on ne peut pas les partager au plus grand nombre, voilà, la relation entre science et société, on
peut inventer des nouvelles choses, mais la relation entre science et société est mise à mal. Et pour conclure sur la question de l'engagement, moi, je voudrais quand même que l'université redevienne ce lieu ouvert et d'enrichissement qu'elle a pu être en 68, qu'elle a pu être aussi dans toutes les occupations de fac que j'ai pu connaître dans les années 2000. Et pour ça, moi, j'ai une question par rapport à l'engagement de mes collègues maîtres de conférences que je ne comprends toujours pas pourquoi dans les mouvements sociaux, il y a si peu de grèves de maîtres de conférences. Mais une grève active, une grève qui nous permettrait de faire ce genre de débat tous les jours, en fait. Moi, c'est une utopie que je ne comprends pas pourquoi on n'y est plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos métiers qui fait que finalement ce moyen d'action qui est massif, parce qu'imaginez, on parle souvent des cheminots sont rentrés sur la grève des retraites, ils pourraient bloquer le pays, mais si les profs du secondaire et du primaire réouvrent les choses et sortent de la ligne jaune et se mettent en grève active, c'est-à-dire je vous jure que ça déverrouille beaucoup de choses, parce que c'est ici que ça libère la parole. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils ont extrêmement peur des mouvements étudiants, des mouvements dans les universités, parce que c'est ici aussi que l'avenir peut se construire. Parce que si on a bien besoin de reprendre le pouvoir sur la façon dont on fait de la science, c'est parce que aussi on aura besoin, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'on est tous conscients de ça, c'est que si on veut changer la société en profondeur, on a besoin de beaucoup de nouvelles sciences, de beaucoup de nouveaux, de nouvelles recherches. Tu disais comment on fait de l'agriculture en faisant à la fois qu'elle soit suffisamment productive, mais aussi qu'elle préserve la biodiversité. Les enjeux sont énormes. Il y a des trucs qui ne sont pas si simples que ça en réalité. Par exemple, si tu fais beaucoup plus d'agriculture bio, il faut quand même faire augmenter les surfaces. Et si tu augmentes les surfaces, le forestier que je suis dit attention, jusqu'où tu les augmentes. C'est pas si simple que ça. Et donc, en fait, on devrait que débattre de ça, en fait. Et on débat d'autres choses. Nous, on passe notre temps, on passait notre temps à écrire des appels d'offres, de répondre aux appels d'offres, évaluer les appels d'offres des autres. On passe notre temps comme des hamsters là. Donc, je voulais juste rappeler ça. Voilà.